Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va étudier le lien entre l'intégrale de Riemann et l'intégrale de Lebesgue. Bon, avant de commencer cette section, je vais revenir au théorème de la convergence dominée. Rapidement, petite remarque. On va énoncer ce théorème. Soit Fn une suite de fonctions b mesurables de x vers R, ici, respectivement C, qui convergent presque partout vers une fonction b mesurable f de x vers R bar. F, je le prends à valeur dans R bar, respectivement C. On suppose qu'il existe une fonction positive g à valeur dans R bar plus, mu intégrable, tel que module de Fn est inférieur ou égal à g mu presque partout, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors les Fn et f sont toutes mu intégrables, et on a la limite quand on tend vers plus infini d'intégral sur x de module de Fn moins f de mu égale 0. Bon, ici, on a supposé que f est à valeur dans R bar, mais que les Fn sont à valeur dans R. Ok. Bon, pourquoi on n'a pas pris ici les Fn à valeur dans R bar? C'est pour donner un sens à cette différence Fn moins f. Parce que sinon, si on a ici R bar et ici R bar, on peut avoir la forme plus infini moins l'infini. Donc c'est la raison pour laquelle ici on a pris R au lieu de R bar. Mais on peut surmonter ce problème de la manière suivante, c'est-à-dire on peut considérer une suite de fonctions à valeur dans R bar, et f à valeur dans R bar, sans problème. Et donner un sens à cette intégrale. Donc, de la manière suivante. Bon, on a déjà étudié les fonctions définies presque partout. Regardez cette remarque. Et là, voilà. Et bon, le théorème de la convergence dominée reste vrai pour une suite Fn de fonctions b mesurables à valeur dans R bar. Vérifions les conditions mentionnées dans ce théorème. C'est-à-dire que les Fn sont mesurables, la suite Fn converge, mais presque partout vers une fonction mesurable f à valeur dans R bar. Il existe g de x vers R bar plus mu intégrable tel que module de Fn est inférieur ou égal à g, mais presque partout, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et on a les mêmes résultats. Okay. En effet, pour toutes les fonctions Fn et f sont trivialement intégrables. Parce que le module de Fn est inférieur à g. Donc, presque partout, quel que soit n. Comme Fn converge vers f, mais presque partout, alors le module de f est inférieur ou égal à g, presque partout. Donc, les Fn et f sont mu intégrables, c'est clair. Ils sont mu intégrables, donc ils sont finis presque partout. Ok. Donc, cette fonction est définie. Il n'est pas nécessairement défini sur x tout entier, mais il est défini presque partout. Parce que les deux fonctions sont finies presque partout. Donc, quitte par exemple à modifier f sur un négligeable, il suffit de modifier f. Là, par exemple, on modifie f sur le négligeable, f égale plus ou moins l'infini. C'est un négligeable puisque f est fini presque partout. Comme ça, la différence sera bien définie. OK? Donc, la fonction Fn moins f, avant de modifier f, la fonction Fn moins f est définie presque partout. Donc, on peut parler de l'intégrale sur x de module de Fn moins f d mu, l'intégrale sur x, même s'il n'est pas défini sur x, parce que c'est une fonction qui est définie presque partout, d'après la convention précédente. Donc, l'intégrale de module de Fn moins f d mu qui figure dans l'énoncé du théorème de Lebesgue est bien définie. OK? Même si Fn moins f n'est pas défini sur x tout entier, mais il est défini presque partout. Donc, pour avoir le résultat, il suffit de modifier f sur un négligeable convenable, et de reprendre les étapes de la démonstration du théorème de Lebesgue. Et on obtient le résultat. Voilà. Donc, on peut supposer que les Fn sont à valeur dans R bar, et que f est à valeur dans R bar, sans problème, et que l'intégrale, dans ce cas, l'intégrale sur x de module de Fn moins f d mu a un sens. C'est l'intégrale d'une fonction définie presque partout. Qu'on peut supposer qu'il est défini sur x tout entier, sans problème. Voilà. Donc, je passe à la section suivante, la section 3. Lien avec l'intégrale de Riemann, c'est-à-dire le lien entre l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann. Bon, commençons par le cas d'un intervalle compact, un segment AB. Donc, soit l'espace mesuré AB, segment AB, B chapeau de AB lambda. Où lambda ici est la mesure de Lebesgue sur AB.
C'est la complété de la mesure de Borel. La mesure de Borel, c'est M. Hein? La mesure de Borel est définie sur cette tribu, sur la tribu borelienne. Okay? On sait que AB, BAB, M n'est pas complet. Donc en le complétant, on obtient cet espace. AB, B chapeau AB, on connaît la définition de B chapeau de AB et la définition de lambda aussi. Lambda, c'est la mesure de Lebesgue sur BAB chapeau, et M, c'est la mesure de Borel sur BAB. Donc là, vous avez un espace complet. On va voir pourquoi. Pourquoi on doit prendre cet espace. Pourquoi on a besoin de la complétude de l'espace. Ok, on admet le critère suivant, dû à Lebesgue, qui permet de caractériser toutes les fonctions Riemann intégrables. Bon, j'attire votre attention que le R ici signifie Riemann. R intégrable, ça veut dire Riemann intégrable. C'est une abréviation. Riemann intégrable. Et donc, voilà le critère. Hein. Une fonction, soit une fonction bornée. Bon, parce que d'abord, avant de parler d'une fonction Riemann intégrable, il faut que cette fonction soit bornée, la première chose. Donc, une fonction bornée f du segment AB vers R est Riemann intégrable si et seulement si, vous avez une équivalence ici, si et seulement si elle est continue lambda presque partout. Point final. Ça veut dire si et seulement si l'ensemble des points de discontinuité est mu négligeable ou contenu dans un mu négligeable, c'est-à-dire appartient à un N mu. Donc s'il appartient à un mu, c'est immesurable parce que l'espace est complet. Ok? Donc f, soit f une fonction bornée. Alors f est Riemann intégrable si seulement si il est continu lambda presque partout. C'est-à-dire si seulement si l'ensemble des points de discontinuité est un lambda négligeable. Il appartient à un BAB chapeau, et lambda de cet ensemble, c'est 0. Donc, comme ça, on connaît la nature de toutes les fonctions Riemann intégrables. Avant, on ne peut pas le faire. On connaît quelques classes de fonctions Riemann intégrables. Par exemple, la classe des fonctions continues sur AB, la classe des fonctions monotones, la classe des fonctions réglées. OK? Mais on ne pouvait pas avant, on ne pouvait pas caractériser les fonctions Riemann intégrables d'une manière aussi simple que celle-là. C'est un théorème simple à comprendre et un peu difficile à démontrer. Okay? Et là, surtout, et on l'utilise dans la pratique, mais il a surtout un intérêt théorique. Ouais. Okay? Donc, une fonction bornée, f de AB vers R est Riemann intégrable si seulement si elle est continue lambda presque partout. Bon, regardez cet exemple. La fonction f définie sur 0,1 par f de x égale sinus 1 sur x, c'est x y compris entre 0 et 1, strictement positif, et f de 0 égale 0. Là, c'est une fonction bornée, c'est clair. La fonction, elle est inférieure ou égale à 1 et supérieure ou égale à moins 1. La valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1, c'est évident. Donc, c'est une fonction bornée. Et il est continu lambda presque partout sur 0,1. Parce qu'il est continu sur cet intervalle, sur l'intervalle 0,1, ouvert du côté de 0, puisque c'est la composée de deux fonctions continues. Le seul point de discontinuité, c'est 0. Donc l'ensemble des points de discontinuité, c'est le singleton 0. C'est un mesurable de mesure nulle. Ok, donc f, elle est bornée, et elle est continue lambda presque partout. Donc d'après le théorème précédent, elle est Riemann intégrable sur le segment 0,1. Regardons le deuxième exemple. La fonction g définie sur 0,1 par g de x égale 2 si x appartient à l'ensemble des rayés de la forme 1 sur n avec n appartenant à une étoile. Bon, c'est 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, et ainsi de suite. Donc si x est de cette forme, son image c'est 2. Sinon, son image c'est x. G de x égale x pour tout x appartenant à 0,1 moins cet ensemble. Ok. Bon, il est clair ici que l'ensemble des points de discontinuité de G, c'est cet ensemble. D'abord, G, il est borné, c'est évident. Hein, parce que X ici, il est dans 0,1. Donc, l'image est inférieure ou égale à 1. Donc, les images sont, la valeur absolue de G de X est inférieure ou égale à 2. Ok. Valeur absolue de G de X est inférieure ou égale à 2, quel que soit que ça appartienne à 0,1. Donc, G est borné. D'autre part, l'ensemble des points de discontinuité de G, c'est cet ensemble-là. Ok. Et c'est un ensemble dénombrable. Donc, il est mesurable et de mesure nulle. Lambda de cet ensemble, c'est 0. Donc, l'ensemble des points de discontinuité est de mesure nulle. Par suite, G est continu lambda presque partout. Il est borné, continu lambda presque partout. Donc,
et les lambda intégrales. Vous voyez comment on applique ce résultat. Non. Pour établir le lien entre les deux intégrales, on aura besoin du lemme suivant. C'est un résultat qu'on a établi, qu'on a démontré en TD. Soit EF mu un espace mesuré complet, soit f de E vers R et G de E vers R, une fonction f mesurable. F est quelconque et G est mesurable, tel que f égale G mu presque partout. Alors, f est f mesurable. Donc on a établi en TD même pour des fonctions à valeur dans R bar que si f égale G presque partout, mu presque partout, et si l'une des deux fonctions est mesurable, alors il en est de même pour l'autre fonction parce que l'espace est complet. Si l'espace n'est pas complet, c'est faux, on a donné un contre-exemple. OK? Et là, on en a besoin parce qu'on a, un espace complet ici. On a un espace complet. Bon. Ce lemme va nous servir dans la suite. Bon, la démonstration est faite en TD. On a même construit un contre-exemple qui montre que dans le cas où l'espace n'est pas complet, le résultat n'est plus vrai. Hein? C'est un résultat important. Hein? Ce résultat-là établit le lien entre l'intégrale de Lebesgue et SL de Riemann sur un segment AB de R. Donc, si f de AB vers R est une fonction Riemann intégrable. Fonction Riemann intégrable, bon, au sens de Riemann, c'est la définition, bien le critère 1, le critère 2, le critère 3, ou bien notre critère théorème 4, 3, 1, 1. Ça veut dire que la fonction est bornée continue lambda presque partout. Pour nous, c'est mieux d'appliquer ce résultat. Donc, lorsqu'on dit une fonction Riemann intégrable, ça veut dire qu'il est borné, qu'il est continu lambda presque partout, dans toute la suite. Voilà. Donc, si f de AB vers R est une fonction Riemann intégrable, alors elle est lambda intégrable sur AB et les deux intégrales coïncident. Son intégrale de Lebesgue coïncide avec son intégrale de Riemann. Donc, si f est Riemann intégrable, alors elle est lambda intégrable. Vous avez un sens. Alors elle est lambda intégrable et son intégrale au sens de Lebesgue coïncide avec son intégrale au sens de Riemann. Et c'est tout à fait naturel. Parce que l'intégrale de Lebesgue a été faite pour ça, sur le segment AB, bien sûr. Il faut qu'on ait plus de fonctions Lebesgue intégrables. Hein? L'intégrale de Lebesgue est plus générale. Toute fonction Riemann intégrable est une fonction Lebesgue intégrable. Mais la réciproque, on va voir qu'elle est fausse. Donc la classe des fonctions Lebesgue intégrable sur AB est beaucoup plus grande que la classe des fonctions Riemann intégrable sur AB. Bon, je vais faire la démonstration parce qu'elle est intéressante. Donc, supposons d'abord que f est... Pardon. Supposons d'abord que f est une fonction en escalier. Et considérons une subdivision S0, S1, Sn adaptée à f sur AB. C'est-à-dire qu'on a pour tout i f de t égale alpha. Et donc, f est une constante sur l'intervalle ouvert SI plus 1, c'est-à-dire entre deux points successifs de la subdivision. Okay, donc, sur l'intervalle ouvert JI égale SI plus 1, la fonction est constante et vaut alpha i. Au point de la subdivision, il prend, bon, vous avez f de S0, f de S1, f de Sn sont quelconques. sont des réels quelconques. OK. Donc, par suite, on peut écrire f, on a déjà vu ça au chapitre 2, fonction mesurable. Okay. Donc, f égale sigma de i égale 0 à n moins 1 alpha i qui de GI, GI c'est un intervalle. Okay. Les GI ici sont disjoints de Z2, bien sûr. Donc là, sigma de i égale 0 à n moins 1 alpha i qui de GI plus sigma de i égale 0 à n f de SI qui de singleton SI. Parce qu'au point de la subdivision, il prend des valeurs quelconques. OK. Donc c'est déjà fait ça. Donc il en résulte que f est bornélienne. C'est une fonction étagée ici. Toute fonction en escalier est une fonction étagée. Les GI sont des intervalles. Donc ce sont des borréliens. Les singletons SI sont des borréliens. Donc cette fonction est une fonction borrélienne, bien sûr. Donc il est BAB mesurable. Donc il est BAB chapeau mesurable aussi. Donc il en résulte que f est borrélienne et lambda intégrable sur AB. Bon, lambda intégrable sur AB parce qu'il est borné. Les GI, regarde, la mesure de GI, c'est fini. Lambda de GI, c'est SI plus 1 moins SI, donc c'est fini. Lambda de singleton SI, c'est 0. Donc il s'agit bien d'une fonction étagée intégrable, lambda intégrable.
Donc, il en résulte que f est borélien et lambda intégrable sur AB. De plus, son intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue, hein, c'est sigma de i égale 0 à n-1 à n-1 alpha i lambda de gi. Le sigma de i égale 0 à n f de si, lambda de singleton si. Or, lambda de singleton si égale 0. Okay. Donc, il nous reste cette somme-là. Donc, c'est sigma de i égale 0 à n-1 alpha i lambda de gi. Et lambda de gi, c'est lambda de cet intervalle. Donc, c'est si plus 1 moins si. Donc, on obtient l'intégrale sur AB de f d lambda égale sigma de i égale 0 à n-1 alpha i si plus 1 moins si. Et ça, c'est exactement l'intégrale de Riemann de la fonction en escalier f. Et par définition de l'intégrale de Riemann d'une fonction en escalier. Donc, on a montré que si f est une fonction en escalier, elle est bien sûr Riemann, toute fonction en escalier Riemann intégrable. On a montré qu'il est Lebesgue intégral et que son intégrale au sens de Lebesgue coïncide avec son intégrale au sens de Riemann. Ça, c'est pour le premier cas où f est une fonction en escalier. Passons au cas quelconque. Maintenant, f de AB vers R, une fonction Riemann intégrable quelconque. Riemann intégrable, vous avez la définition, le critère 1, le critère 2, le critère 3 ou le théorème précédent. C'est-à-dire, pour nous, c'est une fonction bornée, continue d'après ce partout. Donc, soit maintenant, f de AB vers R, une fonction Riemann intégrable quelconque. Alors, il existe, d'après le critère 1, si vous voulez, il existe de suite phi n, n supérieur ou égal à 1, et psi n, n supérieur ou égal à 1 de fonctions en escalier, telles que f est supérieur ou égal à phi n, inférieur ou égal à psi n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. L'intégrale de AB de f de x dx égale la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale de a à b de phi n de x égale la limite quand n tend vers plus infini de l'intégrale de a à b psi n de x dx. C'est une conséquence du critère 1. Parce que normalement, le critère 1, il vous donne cette inégalité, cet encadrement, et l'intégrale de psi n, l'intégrale de Riemann de psi n moins phi n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Bien sûr, on obtient ceci. Donc, on a i et 2i. On a deux suites de fonctions en escalier qui vérifient i et 2i. C'est d'après le critère 1, si vous voulez. Le critère 1 que vous avez étudié en S2, cours d'intégration. Bon, on a en vertu du premier cas, phi n est une fonction en escalier. Psi n est une fonction en escalier. Donc, d'après le premier cas, cette intégrale, c'est l'intégrale de Lebesgue aussi. Elle coïncide avec l'intégrale de Lebesgue, c'est-à-dire l'intégrale sur AB, phi n, d lambda. De même, celle-là, elle coïncide avec l'intégrale de psi n au sens de Lebesgue. Donc, c'est l'intégrale sur le segment AB de psi n, d lambda. Donc, j'ai l'intégrale de Riemann de f, égale la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale sur AB de phi n, d lambda, égale la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale sur AB de psi n, d lambda, d'après le premier cas. Donc, on a ceci. Là, vous avez les deux intégrales de Lebesgue, et ici, c'est une intégrale de Riemann. Bon, on va poser phi, donc vous avez phi n est inférieur à f. Donc, sup de phi n est inférieur à f. Donc, on considère la bande supérieure ici, puisque phi n est inférieur à f, quel que soit n. Ne regardez pas psi n. Hein. Phi n est inférieur à f, quel que soit n. Donc, vous avez sup de phi n est inférieur ou égal à f. De même, vous avez f est inférieur à psi n, quel que soit n. Donc, vous avez f est inférieur ou égal à sup de inf de psi n, pardon. Puisque c'est vrai, quel que soit n. Donc, vous avez sup de phi n inférieur ou égal à f, inférieur ou égal à inf de psi n. Donc, en posant phi égale sup de phi n et psi égale l'inf de psi n, alors il est clair d'après i que phi est inférieur ou égal à f, inférieur ou égal à psi, comme on vient de l'expliquer. Donc, phi est inférieur ou égal à f, inférieur ou égal. C'est parce qu'on a f au milieu. Sinon, c'est faux. Hein. C'est parce qu'on a f au milieu et l'encadrement est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, de plus, phi et psi sont bornéliennes. On sait que la borne, phi n sont des fonctions d'escalier, donc elles sont bornéliennes. Hein? Psi n aussi. Psi n est une fonction d'escalier. Toutes les psi n sont des fonctions d'escalier, donc elles sont bornéliennes. Et on sait que la borne supérieure, bien sûr, d'une suite de fonctions bornéliennes est une fonction bornélienne. D'une suite de fonctions mesurables, dans le cas général, est une fonction mesurable. De même pour la borne inférieure. Donc, phi et psi sont des fonctions bornéliennes, c'est évident. D'après la proposition 2.1.24 du cours. Comme, regardez, phi, c'est la borne supérieure de phi n. Donc, toutes les phi n sont inférieures à phi. En particulier, phi 1. Phi 1 est inférieur à phi. De même ici, psi, c'est la borne inférieure des psi n. Donc, toutes les psi n sont plus grandes que psi. En particulier, psi 1 est plus grand. Donc, psi est inférieur ou égal à psi 1. Donc, on a phi 1 inférieur ou égal à f.
qui est inférieur ou égal à psi, c'est déjà établi. Là, voilà. F, phi, il est inférieur à psi. OK? Et psi, il est inférieur à psi 1. Bon, ces deux fonctions sont boréliennes. OK? Elles sont comprises entre phi 1 et psi 1. Et phi 1 et psi 1 sont des fonctions en escalier, donc elles sont bornées. Par suite, phi et psi sont bornées. Puisque phi 1 et psi 1 sont des fonctions en escalier, donc elles sont bornées. En conséquence, bien sûr, par conséquent, phi et psi sont bornées. Donc on a phi et psi sont des fonctions boréliennes bornées sur AB. Et AB est de mesure finie. Donc phi et psi sont lambda intégrables. Parce qu'ils sont boréliennes, bornées, et la mesure de l'espace est finie. Donc ce sont deux fonctions lambda intégrales. Donc phi qui est la borne sup des phi n est lambda intégrale. Psi qui est la borne inv des psi n est lambda intégrale. Donc, par monotonie de l'intégrale de Lebesgue, on a déjà vu que phi n, oui, phi n est inférieur à phi. Et phi est inférieur à psi. Et psi est inférieur à psi n. Donc, en passant à l'intégrale, puisque l'intégrale de Lebesgue est monotone, parce que si f est inférieur ou égal à g, l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Donc, l'intégrale de Lebesgue est monotone, l'intégrale de Riemann aussi, elle est monotone, bien sûr. Donc, on obtient, par monotonie de l'intégrale de Lebesgue, on a alors l'intégrale de phi n est inférieure à l'intégrale de phi, parce que phi n est plus petit que phi. Et l'intégrale de phi est inférieure à l'intégrale de psi, parce que phi est inférieur à psi. Et l'intégrale de psi est inférieure à l'intégrale de psi n, parce que psi est inférieur à psi n. OK? Et toutes les fonctions, les phi n sont intégrables, phi et psi sont intégrables, on vient de le vérifier, les psi n sont intégrables, bien sûr. Donc, on a le droit de passer aux intégrales, parce que toutes les fonctions sont intégrales. Donc, on déduit de 4 sat et 4 8. Bon, 4 sat, qu'est-ce qu'il dit 4 sat? Où est-elle? Voilà. Voilà. Voilà 4 sat. OK. Je passe à 4 8. OK. Si vous passez ici, à la limite, quand n tend vers l'infini, et là, à la limite, ces deux suites ont la même limite. Leur limite, c'est l'intégrale de Riemann de a à b de f de x dx d'après 4 sat. Regardez. La limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale de Lebesgue de phi n égale la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de Lebesgue de psi n égale l'intégrale de Riemann de a à b de f de x dx. Donc, en passant dans cet encadrement à la limite, quand n tend vers l'infini, là j'obtiens l'intégrale de a à b de f de x dx, l'intégrale de Riemann, et là j'obtiens l'intégrale de a à b de f de x dx, l'intégrale de Riemann. Donc d'après la règle, d'après le théorème d'encadrement, on a alors l'intégrale de phi, l'intégrale de Lebesgue de phi, égale l'intégrale de Lebesgue de psi, égale l'intégrale de Riemann de a à b de f de x dx. Voilà ce qu'on obtient. L'intégrale de Riemann de x de f, de a à b de f de x dx, égale l'intégrale de Lebesgue de phi, égale l'intégrale de Lebesgue de psi. Il en résulte, bon, phi et psi, on a déjà établi, bien sûr, qu'ils sont intégrales. Donc, d'après la linéarité de l'intégrale, on a alors l'intégrale de psi moins phi égale 0. C'est ça. La linéarité de l'intégrale. L'intégrale sur AB de psi moins phi d lambda égale 0. Or, psi moins phi est une fonction positive, parce que phi est inférieur ou égal à psi. Donc là, vous avez une fonction positive intégrable, dont l'intégrale égale 0. Donc, d'après un résultat du cours, psi moins phi est égal à 0 lambda presque partout. C'est parce que psi moins phi est positive. Et son intégrale est nulle. Donc, psi moins phi égale 0 lambda presque partout. Donc, psi égale phi, lambda presque partout. Voilà. Donc, psi égale phi, lambda presque partout, d'après la proposition 4, 1, 40, 44. Il en résulte que f égale psi égale phi, lambda presque partout, parce que vous avez phi entre les deux, f entre les deux. Vous avez phi inférieur ou égal à f, inférieur ou égal à psi. Et phi égale psi, lambda presque partout. Donc, les trois fonctions sont égales lambda presque partout. Phi égale f égale psi, lambda presque partout. Le lemme, donc, où était l'égalité? Là, voilà. F égale psi égale phi, lambda presque partout. Psi et phi sont des fonctions boréliennes, on l'a déjà vu. Ok, ils sont des boréliennes. Ils sont même intégrales. Hein? Ils sont boréliennes. Bon, regardons, prenons par exemple psi. Psi, il est borélienne. Et vous avez f égale psi, lambda presque partout. Comme l'espace AB, BAB, chapeau, lambda est complet, alors f est BAB, chapeau, mesurable. Il n'est pas nécessairement BAB mesurable.
Même si psi est borélien, mais l'espace AB, BAB, M n'est pas complet. Donc, je ne peux pas dire que F est borélien. Mais psi, il est borélien, donc il est BAB chapeau, mesurable aussi. Et F égale psi, lambda presque partout. Et lambda est complète. Donc, F est BAB chapeau mesurable. Après le lemme qu'on a rappelé, qu'on a traité, on a démontré, on a établi le résultat en TD. OK? Donc, le lemme 4, le lemme précédent, montre que F est BAB chapeau mesurable puisque cet espace est complet. Et enfin, la proposition 4 de 10 entraîne que F est lambda intégrable. Regardez. Les trois fonctions sont égales presque partout. Lambda presque partout. Psi et phi sont lambda intégrable. Donc, F est lambda intégrable. Parce qu'on a vu que si vous avez des fonctions mesurables égales presque partout, deux fonctions mesurables égales presque partout, si l'une est intégrable, l'autre est aussi intégrable et elles ont la même intégrale. Donc là, vous avez l'égalité de trois fonctions presque partout. Phi et psi sont lambda intégrable. Donc, F est lambda intégrable. Et l'intégrale de F égale l'intégrale de phi égale l'intégrale de psi. Hein? Bon. Donc, on a montré que l'intégrale de Lebesgue, regarde, l'intégrale de Lebesgue de F égale l'intégrale de Lebesgue de phi égale l'intégrale de Lebesgue de psi. Mais on a déjà établi dans 4.9 que l'intégrale de Riemann de F égale l'intégrale de Lebesgue de phi égale l'intégrale de Lebesgue de psi. Donc, l'intégrale de Riemann de F égale l'intégrale de Lebesgue de F. Donc, on a montré que F est Lebesgue intégrable et que son intégrale de Riemann coïncide avec son intégrale de Lebesgue. Ceci achève donc la démonstration de ce théorème important, bien sûr. Remarque, si F est Riemann intégrable sur AB, on a vu qu'il est BA chapeau mesurable. Parce qu'on a même montré qu'il est lambda intégrable. Donc, en particulier, BA chapeau mesurable. Mais il n'est pas nécessairement borélien. On a expliqué pourquoi. On a fait un exercice en TD qui montre que si l'espace n'est pas complet, hein, on n'a pas ce résultat. La réciproque du théorème 4.3.5 est fausse comme le justifie l'exemple suivant. Bon, dans le théorème 4.3.5, on a montré que si f est Riemann intégrable, alors il est Lebesgue intégrable. La réciproque est fausse, c'est-à-dire une fonction peut être Lebesgue intégrable sans qu'elle soit Riemann intégrable. Donc, voilà l'exemple. Soit l'espace mesuré 0,1, B chapeau 0,1 lambda, c'est un espace complet bien sûr, et soit la fonction f égale qui, la fonction caractéristique du borélien 0,1 inter Q. Donc c'est une fonction borélienne, donc il est B01 mesurable, donc en particulier il est B01 chapeau mesurable. Alors f il est borné, et l'espace est de mesure finie. Il est mesurable, borné, et l'espace est de mesure finie. Donc il est lambda intégrable. F est lambda intégrable, car il est borélienne, donc B01 chapeau mesurable aussi, borné et lambda est fini sur 0,1. En revanche, f n'est pas Riemann intégrable sur 0,1, car il n'est continu en aucun point de 0,1. Aucun point. Cette fonction n'est continue en aucun point. Prenez un point x0 de 0,1, il existe puisque q 0,1 inter q et 0,1 inter q, r-q sont dans 0,1, donc il y a une suite de nombres rationnels de 0,1 qui convergent vers x0, une suite de nombres irrationnels de 0,1 qui convergent vers x0. F de xn, puisque xn appartient à q, f de xn c'est 1, ça tend vers 1, et f de yn, puisque yn il n'appartient pas à cet ensemble, donc f de yn égale 0. Donc f de xn tend vers 1, f de yn tend vers 0. Pourtant, xn tend vers x0 et yn tend vers x0. Et f de xn, f de yn tend vers deux limites différentes. Donc, f n'est continu en aucun point de 0,1. Donc, l'ensemble des points de discontinuité, c'est l'intervalle 0,1 tout entier, okay, qui n'est pas de mesure nulle. Donc, d'après le théorème 4.3.1, la fonction n'est pas Riemann intégrable. Voilà. Un autre exemple d'application, soit la fonction f définie sur 0π par f de x égale sinus x, quel que soit x appartient à 0π. Et c'est une fonction continue. Vous savez déjà que les fonctions continues sont Riemann intégrales depuis
ce mètre S2. OK? Ben, on peut aussi appliquer le théorème 435. Hein? Parce que l'ensemble discontinuité ici, c'est l'ensemble vide. L'ensemble discontinuité, c'est l'ensemble vide. Il est de mesure nulle. Donc, et il est borné. Donc, notre fonction est Riemann intégrable d'après ce résultat. F est continu sur 0π. Donc, d'après le théorème 431, ce n'est pas le théorème 435. Donc, F est continu sur 0π, donc d'après le théorème 431, et il est Riemann intégrable. Le théorème 435, le théorème précédent, montre alors que F est lambda intégrable sur 0π et que les deux intégrales coïncident. Donc, l'intégrale sur 0π de sinus x de lambda x, de l'EB, coïncide avec l'intégrale de Riemann. Bon, et on sait calculer ce genre d'intégrale. Il suffit de connaître une primitive ou de pouvoir déterminer une primitive facilement. Donc, en passant à l'intégrale de Riemann, on peut calculer l'intégrale de Lebesgue. Et c'est souvent comme ça. Pour calculer l'intégrale de Lebesgue, d'une fonction continue ou continue lambda presque partout, bornée continue lambda presque partout, hein, on passe de l'intégrale de Lebesgue à l'intégrale de Riemann. Hein, si le calcul de l'intégrale de Riemann est simple, bien sûr. OK? Non, parce qu'on peut exploiter, si vous voulez, les propriétés de l'intégrale de Riemann, telles que, par exemple, les primitives, l'intégrale par partie, l'intégrale par changement de variable, et ainsi de suite. Donc, une primitive de sinus x, c'est moins cosinus x, donc c'est moins cosinus x entre 0 et π, donc c'est 2. Voilà. Merci pour votre attention. Salam alaikum.